Je m'appelle Dorothy Shaw, j'ai 34 ans, je suis ingénieur environnemental et je vis à Omaha. Ce soir-là, lors de ce qui aurait dû être un simple dîner dominical chez mes parents, tout a basculé. Mes parents, mon frère et sa femme étaient assis autour de la table. Le rôti était intact. Mon père s'est penché en avant, la voix glaciale. « Tu peux prendre la chambre d'amis ou partir. » Son regard s'est fixé sur moi. Mon frère a aussitôt renchéri, d'un ton jubilatoire. « Ce serait mieux si tu partais demain. » Ma fourchette m'a glissé des mains et a claqué contre l'assiette. J'avais payé la plupart des dépenses du ménage, la facture d'électricité, les réparations, même le réfrigérateur flambant neuf. Et pourtant, on me traitait comme une moins que rien. La femme de mon frère souriait, les yeux brillants comme si elle venait de gagner un prix. J'ai essayé de protester, la voix tremblante, en comptant chaque dollar dépensé pour cette maison. Mais mon père m'a simplement ignoré d'un geste de la main. C'est fini. Ma mère est restée silencieuse, les yeux rivés sur son assiette, évitant mon regard. La colère m'envahit. Je me levai, pris mes clés et dis « Ça suffit, je m'en vais ». Ce soir-là, j'emballai toutes mes affaires, ma télé, mon canapé, même ma cafetière et quittai l'endroit que j'appelais autrefois chez moi. Une semaine plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère, la voix étranglée. En décrochant, j'entendis mon frère hurler frénétiquement en arrière-plan, la panique l'envahissant. « Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. » Le chaos éclata au téléphone, alors que je commençais à peine à me reconstruire. Et la suite allait bouleverser leur monde. Avant de poursuivre, dites-moi quelle heure il est chez vous et dans quelle ville vous vous trouvez. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire est parvenue et qui elle a touché. Il y a quelques années, je suis retourné vivre chez mes parents à Omaha pour les aider à gérer la situation. Ma grand-mère avait payé toutes les factures, accumulé les mensualités du prêt immobilier et les frais, et même réparé le toit qui fuyait. Mon père, lui, continuait de l'ignorer. Je suis ingénieur environnemental et j'ai pris en charge la majeure partie des dépenses. Mon salaire servait à changer les fenêtres, à installer un chauffe-eau et à payer l'électricité. Je travaillais 60 heures par semaine, entre les inspections de chantier et les rapports tard le soir. Mais j'avais toujours l'impression que ce n'était pas suffisant. Papa acquiesçait quand je lui montrais les reçus, mais son attention était toujours portée sur mon frère, Justine. Justine avait le don d'échouer lamentablement. Il lançait une idée d'entreprise après l'autre, des food trucks, des applications de crypto-monnaie, même une boutique en ligne douteuse qui a fermé ses portes en quelques mois. À chaque fois, il revenait voir papa avec une nouvelle idée, et papa l'accueillait avec enthousiasme, louant sa vision. Pendant ce temps, mes contributions passaient presque inaperçues. Un jour, j'ai entendu maman murmurer à papa. « Elle est juste là pour aider Georges. C'est Justine qui a de grands rêves. » Ça m'a blessé, comme si j'étais une locataire qui payait un loyer au lieu de leur fille qui faisait tourner la maison. Puis Justine a rencontré sa femme. Un soir, il l'invita à dîner, tout sourire, et la présenta comme agent immobilier, arborant un sourire éclatant et des talons aiguilles vertigineux. Mes parents n'arrêtaient pas de parler d'elle, de son allure impeccable, de son organisation. Je l'ai vue arriver dans un 4x4 noir rutilant, avec une montre qui criait « Argent ». Ça ne collait pas. L'immobilier à Omaha n'était pas si lucratif. Pas pour une jeune femme de son âge, à peine 30 ans. Elle riait aux éclats aux blagues de mon père, secouant ses cheveux au vent, tandis que Justine rayonnait comme s'il avait décroché le gros lot. J'ai essayé de lui poser des questions sur les biens immobiliers de ses clients, comme d'habitude, mais elle a esquivé la question en parlant d'une vague affaire sur laquelle elle travaillait. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Elle était arrivée avec des sacs de courses de magasins hors de prix, malgré ses heures supplémentaires. Une fois, elle a exhibé un nouveau téléphone en prétendant que c'était une dépense professionnelle. Justine n'a rien dit. Il se vantait de ses exploits. Mon père lui tapotait l'épaule en disant « Tu as choisi un bon téléphone ». Avant, je me taisais, mais maman n'était pas comme je l'étais. Mon salaire était maigre et couvrait tout, mais elle étalait son argent comme s'il poussait sur les arbres. Un jour, j'en ai parlé à maman et je lui ai demandé si d'autres personnes trouvaient son train de vie déplacé. Elle a haussé les épaules et a simplement dit qu'elle avait réussi. « Dorothy, ne sois pas si sceptique. Ce n'était pas qu'une question d'argent. » Elle avait cette façon de mener les conversations comme si elle cherchait constamment à vendre quelque chose. Elle parlait de vendre des maisons et employait des termes comme « fonds propres » et « dette » qui faisaient briller les yeux de papa. Justine buvait ses paroles, hochant la tête comme un petit chien. J'ai essayé d'intervenir et de lui faire remarquer que je venais de payer les impôts fonciers, mais papa m'a interrompu. Parlons plutôt de son prochain projet. C'était comme si j'étais invisible, sauf quand il y avait une facture à payer. Une fois, je l'ai surprise à me regarder pendant le dîner, un sourire en coin,
comme si elle savait qu'elle les tenait tous à sa merci. Le pire, c'était la façon dont il me traitait en dehors de ces moments-là. Justine empruntait ma voiture sans demander, prétextant des réunions professionnelles. Papa me demandait de participer davantage aux tâches ménagères, même si je m'en chargeais déjà presque entièrement. Maman restait silencieuse, occupée à faire la vaisselle ou à tricoter, évitant mon regard. Je me suis mise à compter mentalement chaque dollar dépensé pour cette maison, des centaines de milliers au fil des ans. Je ne me contentais pas d'aider, je les portais. Mais pour eux, j'étais le plan B, celle qui serait toujours là pendant que Justine et sa femme seraient les vedettes. Je restais éveillée la nuit, fixant le plafond de ma chambre d'enfance, me demandant pourquoi mes efforts étaient vains. Je repensais au projet que j'avais refusé pour rester près de chez moi, au week-end passé à réparer des tuyaux au lieu de vivre ma vie. Quelque chose chez elle, son assurance rayonnante, ses 2 réponses parfaites, me taraudait. Je ne pouvais me défaire de l'impression qu'elle jouait à un jeu plus complexe, un jeu qui pourrait nous coûter bien plus que ma place à table. Ce dimanche soir-là, je suis entré dans la salle à manger, m'attendant à un repas tranquille. La table était dressée avec la vieille vaisselle de maman, et l'odeur du rôti de bœuf flottait encore dans l'air. Je me suis glissé dans mon fauteuil habituel et j'ai esquissé un sourire forcé pendant que papa coupait la viande. Maman tripotait nerveusement les serviettes. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Justine a fait irruption, traînant 2 valises, sa femme sur le dos, un sac de marque à l'épaule. « On emménage », a annoncé. Justine en laissant tomber les valises avec un bruit sourd. Sa femme a esquissé un sourire crispé, ses talons claquant sur le parquet tandis qu'elle se tenait à côté de lui. J'avais la nausée. Ce n'était pas une visite. Papa n'a même pas sourcillé. « Dorothy », a-t-il dit sans lever les yeux de son assiette. « Tu peux prendre la chambre d'amis ou partir. » Sa voix était monocorde, comme s'il lisait un texte. Je l'ai fixé du regard, ma fourchette figée en l'air. « Hein ?» J'ai crispé mon cou. Justine a souri et s'est adossée à sa chaise. « Alice, Dorothy. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. On recommence ici. » Sa femme hocha la tête et balaya la pièce comme si elle était déjà en train de rénover. Je sentis la chaleur me monter à la poitrine, des années de ressentiment remontant à la surface. « Attendez, » dis-je d'une voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. J'ai payé cette maison. L'électricité sert à rembourser le prêt. J'ai acheté le réfrigérateur, le chauffe-eau, même la peinture des murs. Et maintenant, tu veux que je dorme sur un canapé-lit ? Je me suis tourné vers papa, attendant un signe d'approbation, mais il a juste soupiré. Il est temps que tu prennes du recul, a-t-il dit. Justine et sa femme ont davantage besoin de la chambre. Ils ont des projets. Des projets ? J'avais envie de hurler. Les projets de Justine ne duraient jamais plus d'une saison, et c'était moi qui faisais vivre la famille. Justine s'est penchée en avant, son sourire s'élargissant. « Tu n'es pas vraiment indispensable ici, Dorothy », a-t-il dit d'un ton moqueur. « Tu es juste là. » Sa femme a étouffé un rire et s'est couvert la bouche d'une main manucurée. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. « Pas indispensable, ai-je rétorqué. J'ai dépensé des centaines de milliers de dollars pour vous loger. J'ai renoncé à des promotions pour rester ici, j'ai travaillé les week-ends pour réparer les fuites. Qu'est-ce que tu as fait, Justin ? Ma voix s'est brisée. Mais je m'en fichais. J'en avais assez d'être invisible. Papa a frappé la table du poing, faisant teinter les verres. Ça suffit, m'a-t-il grondé. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce sont des membres de la famille et ils restent. Point final. Maman a baissé les yeux, a essoré sa serviette et n'a rien dit. Je l'ai fixé du regard, attendant un mot, un regard, n'importe quoi. Mais elle est restée assise là, silencieuse comme toujours. La femme de mon frère s'est penchée vers Justine et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. La pièce me semblait plus petite, comme si les murs se refermaient sur moi. J'ai repoussé la chaise, mon cri résonnant dans le silence. « Je ne vais pas faire ça », ai-je dit en me levant. « Si je ne suis pas désiré, je m'en vais. » J'ai dévalé les escaliers, le cœur battant la chamade. J'ai attrapé un sac et j'ai commencé à y mettre des vêtements, un ordinateur portable et quelques livres. Puis je suis allé au salon et j'ai débranché la télévision à écran plat que j'avais acheté l'année dernière. J'ai traîné les coussins du canapé que j'avais payé jusqu'à l'entrée. La porte. Justine me suivit en riant. « Tu prends le canapé ? » « Vraiment ?» dit-il. Je l'ignorais tandis qu'il traînait mes affaires jusqu'à la voiture. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu fais un scandale » dit-il. Je ne répondis pas. Je chargeai le dernier carton, claquai le coffre et démarrai en grimaçant dans le rétroviseur. Je ne quittais pas seulement une pièce. J'en avais assez de tout porter. Quelques jours plus tard, je m'installai dans un petit appartement du centre-ville d'Omaha.
Le bourdonnement de la ville par ma fenêtre contrastait fortement avec le silence étouffant de la maison de mes parents. Ma collègue Gloria avait trouvé l'appartement confortable, un studio avec juste assez de place pour ma vieille télé et mon canapé. Elle resta jusqu'au premier soir, son rire chaleureux emplissant le salon ride tandis qu'elle m'aidait à déballer les cartons. « Tu dois te changer les idées, Dorothy », me dit-elle en me lançant un prospectus pour un cours de yoga dans un studio voisin. Ce n'est pas juste des étirements, c'est une réinitialisation. Je n'étais pas convaincu, mais son enthousiasme était difficile à ignorer. Le lendemain soir, je suis allée au cours, tâtonnant dans mes postures, me sentant plus légère pour la première fois depuis des semaines. Les encouragements de Gloria étaient comme une petite encre qui me guidait tandis que je reconstruisais ma vie. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'inquiétude concernant la femme de mon frère. Son train de vie fastueux, ses sacs de marque, son 4x4 rutilant continuaient de me ronger. J'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. J'ai appelé Michael, un ancien collègue de l'immobilier que j'avais rencontré il y a des années lors d'un congrès. Il a répondu à la deuxième sonnerie, d'une voix posée mais curieuse. « Dorothy, ça fait longtemps. Quoi de neuf ?» Je suis allé droit au but et lui ai demandé s'il savait quelque chose sur la femme de Myriam Justine. Je lui ai décrit son métier d'agent immobilier, son discours ampoulé sur les affaires et l'argent qu'elle semblait avoir en abondance. Michael est resté silencieux un instant. « Myriam Cole ?» a-t-il demandé. « On parle d'elle depuis un certain temps. Il paraît que son agence fait l'objet d'une enquête pour des transactions douteuses, notamment la vente de biens immobiliers avec de fausses évaluations. Elle détournait des fonds de clients. Rien n'était encore prouvé, mais elle n'était pas irréprochable. Mon cœur s'est serré. J'ai remercié Michael et j'ai raccroché, mais mes pensées s'emballaient. Si Myriam était le problème, alors ma famille était dans une situation bien plus grave que je ne le pensais. J'ai appelé papa, espérant qu'il m'écouterait. « Papa, il faut que tu entendes ça. » J'ai commencé à lui expliquer ce que Michael m'avait dit à propos du cabinet de Myriam. Il a répondu par un petit grognement. « Ne te mêle pas de leurs affaires, Dorothy, » a-t-il dit. « Ils se débrouillent très bien sans que tu ne viennes tout gâcher. » J'ai insisté, mentionnant l'enquête, mais il m'a interrompu. « Ça suffit. Occupe-toi de ta vie. » La communication fut coupée. Je fixai mon téléphone, la frustration bouillonnante. La confiance aveugle de papa envers Justine et sa femme était insensée, mais je n'étais pas surprise. Il avait toujours pris le parti de Justine, quoi qu'il en coûte. Ce fut ensuite au tour de maman. Je l'appelai, espérant rompre son silence habituel. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi, » dis-je, lui décrivant les signes avant-coureurs qui affectaient Myriam. Elle soupira, d'une voix douce mais ferme. Dorothy a lâché prise. Ils sont heureux. Ne gâche pas tout. J'avais envie de crier. Comment pouvait-il être aussi aveugle? Mais je savais qu'il était inutile de discuter. Maman ne contestait jamais papa ni Justine. Je raccrochai, me sentant plus seul que jamais, mais déterminé à trouver des réponses. Je commençai à contacter d'anciens collègues. Une ancienne cliente de mon cabinet d'ingénierie avait travaillé dans le droit immobilier, alors je lui envoyai un courriel pour lui demander si elle avait entendu parler de l'agence de Myriam. Elle répondit rapidement, confirmant l'histoire de Michael. Le cabinet était lié à plusieurs plaintes pour prêts hypothécaires frauduleux. Un autre géomètre avec qui j'avais travaillé mentionna qu'il avait entendu des rumeurs dans une agence immobilière locale selon lesquelles Myriam se livrait à des activités douteuses. Chaque information me nouait l'estomac. Je n'étais plus seulement méfiante. J'étais certaine qu'elle cachait quelque chose d'important. J'ai gardé mes découvertes pour moi et j'ai constitué un dossier mental de tout ce que j'avais appris. J'ai consulté les registres publics en ligne et j'ai trouvé quelques propriétés enregistrées au nom de Myriam, toutes vendues à des prix exorbitants à des acheteurs qui ont ensuite porté plainte. Ce n'était pas une preuve, mais c'était suffisant pour me tenir au courant. J'ai de nouveau envoyé un SMS à Michael et je lui ai demandé de me prévenir s'il entendait quelque chose de nouveau. Il a promis d'être à l'écoute. Entre-temps, je me suis plongé dans ma nouvelle routine de dîner de yoga au travail avec Gloria. La ville me donnait l'impression d'un nouveau départ, mais le poids des licenciements dans ma famille persistait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander jusqu'où allaient les plans de Myriam et si Justine était de mèche ou s'il n'était qu'un autre client potentiel. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Hazel, une vieille amie de la famille, dans un café du quartier. Elle était assise à une table dans un coin, sirotant un café. Hazel, les cheveux grisonnants tirés en arrière en un chignon soigné, me dit « Dorothy, ça fait une éternité », en me faisant signe de la main. Nous nous sommes brièvement rencontrés, mais lorsque j'ai mentionné la femme de Justine, le sourire d'Hazel s'est effacé. « Myriam Cole », demanda-t-elle à voix basse. Je la connaissais il y a des années. Elle travaillait pour une agence immobilière douteuse à Lincoln, toujours à prendre des raccourcis.
Ils étaient poursuivis en justice pour falsification de signatures de clients et surévaluation des biens immobiliers afin de compenser les pertes. Myriam, cependant, était profondément impliquée dans le système. Elle a échappé aux conséquences. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas qu'un simple ragot. C'était la pièce manquante du puzzle que je cherchais depuis longtemps. Je suis allé directement chez mes parents, les mains sur le volant. Justine était dans l'allée, en train de décharger les courses, l'air toujours aussi satisfait. Je n'ai pas perdu une seconde. Il faut qu'on parle, dis-je en sortant mon téléphone pour lui montrer le courriel de Michael, mon collègue de l'immobilier, détaillant l'enquête menée par l'agence sur Myriam. Ce n'est pas celle que tu crois, Justine. Sa boîte arnaque les gens depuis des années. Fausses expertises, argent volé. Hazel vient de me dire qu'elle était impliquée dans une escroquerie à Lincoln. Le visage de Justine s'assombrit. Il m'arracha le téléphone des mains, parcourut le courriel du regard, puis me le remit sous le nez. T'es juste jaloux, siffla-t-il. Myriam a du succès, et tu ne peux pas le supporter. Arrête d'inventer des histoires. Jay le fexai absurdi. Ça n'a rien à voir avec moi, dis-je. C'est ta femme qui met notre famille en danger. Il rit sèchement, amèrement. Va jouer au détective ailleurs. Dorothy est là-dedans. Maman était dans la cuisine, en train de remuer une casserole de soupe. J'essayais à nouveau, espérant qu'elle m'écouterait. Mère Hazel connaissait Myriam avant même que je ne parle et garda une voix calme. Elle était liée à une boîte qui arnaque les gens. Tu dois vérifier ce qu'elle fait avec la maison. Mère Spoon se tut, mais ne leva pas les yeux. Dorothy, ne crée pas d'ennui, dit-elle doucement. Justine est heureux. C'est le principal. J'avais envie de la secouer pour qu'elle comprenne le danger, mais ses mots étaient comme un mur. Elle s'était toujours tenue à l'écart des conflits, me laissant me débrouiller seule. De retour dans mon appartement, j'appelai Michael, la voix étranglée par la frustration. Hazel me le confirma. Je lui dis tout. Myriam travaillait pour une entreprise louche à Lincoln. Des nouvelles d'elle. Michael Sapira. Après notre conversation, je creusai un peu plus. Il me dit que son nom figurait sur un document hypothécaire concernant la maison de tes parents, établi le mois dernier. Il y a une autre Dorothy liée à une société écran. Si elle le fait, je pense qu'il pourrait tout perdre. J'avais mal au ventre. La maison dans laquelle j'avais investi toutes mes économies, celle pour laquelle je m'étais battu, n'était plus qu'un pion dans le jeu de Myriam. Je demandai à Michael de m'envoyer les documents, les mains tremblantes en raccrochant. Je passai les heures suivantes à éplucher les archives publiques en ligne. L'hypothèque dont Michael avait parlé était bien réelle, un prêt à 6 chiffres garanti par la maison, avec la signature de Myriam à côté de celle de papa. J'ai trouvé un autre document, un virement des économies de mes parents vers un compte lié à son agence. Ce n'était pas qu'une simple fraude, c'était personnel. Elle avait abusé de la confiance de ma famille pour s'enrichir. Chaque appel à papa, chaque avertissement ignoré. Par maman, tout cela me semblait une nouvelle trahison. Ils avaient choisi Justine et Myriam plutôt que moi, et maintenant, ils étaient pris au piège de ces manigances. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Le poids de tout cela, toutes ces années à faire vivre la famille, pour finalement être ostracisé, m'a frappé de plein fouet. Mais je n'en avais pas fini. Myriam pensait pouvoir manipuler tout le monde. Mais je l'avais percée à jour dès le début. Je n'allais pas la laisser partir avec tout ce que nous avions construit. J'ai conservé chaque document, chaque email, chaque preuve. Il ne s'agissait plus seulement de protéger la maison. Il s'agissait de la démasquer. J'allais m'assurer qu'elle ne puisse pas se cacher, aussi vite qu'elle essaierait de s'enfuir. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon appartement, mon téléphone vibra. C'était ma mère. Sa voix tremblait, presque un murmure. « Dorothy, il y a des gens ici. Ils demandent à voir Myriam. » J'ai attrapé mes clés et je suis allé chez mes parents, le cœur battant la chamade. À mon arrivée, 2 enquêteurs se tenaient dans l'allée, le carrelage brillant sous la lumière du porche. Mon père était à la porte, le visage pâle, tandis que Justine faisait les 100 pas derrière lui, son téléphone à la main. « Il s'agit d'une affaire immobilière », dit l'un des enquêteurs en brandissant une liasse de papier. « Nous devons parler à Myriam Cole. Elle est impliquée dans des transactions frauduleuses, des faux documents et des détournements de fonds. » Je suis restée silencieuse, observant les yeux de Justine s'écarquiller. « Elle ment. Maman, dis-lui qu'elle ment. » cria-t-il en se tournant vers ma mère, qui était figée dans le couloir. Les enquêteurs expliquèrent que Myriam avait utilisé le nom de Justine pour plusieurs transactions douteuses, notamment un prêt lié à la maison. Maman serra son pull contre elle et secoua la tête, sans rien dire. « Papa essa avança, la voix extrême blanche. »« Elle n'est pas là pour le moment, dit-il. » Les enquêteurs lui remirent une carte les avertissant de revenir. Tandis qu'il partait,
je vis la voiture de Myriam s'arrêter de l'autre côté de la rue. Elle ne m'avait pas encore remarqué. Je traversais la rue, mon téléphone déjà allumé dans ma poche. Myriam, l'appelai-je d'une voix calme malgré la colère qui m'habitait. Elle se figea, les yeux rivés sur la maison. De quoi s'agit-il avec Dorothy? Demanda-t-elle sèchement. Je ne cédai pas. Je sais pour le prêt immobilier, le compte épargne, tout ce que j'ai dit. Tu as ruiné ma famille. Dis-moi la vérité. Son visage se crispa, mais elle ne s'enfuit pas. D'accord, siffla-t-elle. J'ai pris l'argent. La maison servait de garantie pour un contrat signé par ton père. Justine était trop naïve pour s'en apercevoir. J'ai appuyé plus fort sur l'enregistrement, captant chaque mot. Tu les manipules, ai-je dit. Elle a souri sans s'excuser. Ils m'ont fait confiance. C'est leur responsabilité. Avant que je puisse répondre, elle a sauté dans la voiture et est partie en hurlant. Je suis resté là, le poids de ses aveux me submergeant. Elle était partie, laissant ma famille se débrouiller avec ses problèmes. De retour à la maison, Justine était effondrée. Comment a-t-elle pu faire ça? A-t-il murmuré en passant ses mains dans ses cheveux. Il s'est tourné vers moi d'une voix désespérée. Dorothy, tu savais bien que quelque chose clochait. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Je l'ai regardé, incrédule. J'ai essayé, ai-je dit. Vous m'avez traité de jalouse. Vous m'avez tous ignoré. Maman a détourné le regard, son silence pesant plus que jamais. Papa s'est affalé dans un fauteuil, les mains sur le visage. Les documents de l'enquêteur étaient toujours sur la table, des détails précis sur les prêts et les virements dont je les avais avertis. Mon téléphone sonna de nouveau plus tard dans la soirée. C'était papa, sa voix brisée. Dorothy, on est dans le pétrin, dit-il. À la banque exige le remboursement du prêt. On risque de perdre la maison. Peux-tu revenir? On a besoin de toi. Je fermai les yeux. Les années de chômage me revinrent en mémoire, les factures que j'avais payées, les réparations que j'avais effectuées, le dîner où il m'avait mise à la porte. Non, papa, dis-je fermement. J'ai tout donné pour cette maison, et tu as choisi Justine et Myriam plutôt que moi. Tu es seul maintenant. Il supplia, en trébuchant, mais je raccrochai. Pour la première fois, je me sentis libre, comme si je m'étais enfin débarrassé d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Le lendemain matin, j'écoutai à nouveau l'enregistrement. La voix de Myriam, froide et claire, avouait l'escroquerie. Je le conservai, sachant qu'il pourrait servir de preuve si les enquêteurs en avaient besoin. Justine et mes parents se retrouvaient confrontés aux dettes qui s'accumulaient sur la maison et la mettaient en péril. Leur confiance en Myriam était brisée. J'avais fait ma part, je les avais prévenus, je m'étais battu pour eux, mais ils avaient fait leur choix. Je n'allais pas revenir en arrière pour corriger leur erreur. Le lendemain matin, je suis allé chez mes parents pour constater les dégâts. Devant la maison, le silence régnait, la lumière du porche encore allumée de la veille. À l'intérieur, des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle à manger, relevés bancaires, contrat de prêt et un avis de saisie. Je me suis assise avec mon père, qui m'a tendu un classeur de la banque. Les chiffres étaient implacables. Une deuxième hypothèque de $250 sur la maison, signée par lui et Myriam, sans aucun remboursement. Leur compte d'épargne, qui contenait autrefois près de $200 pour leur retraite, avait été vidé et transféré sur un compte lié à l'entreprise de Myriam. J'ai analysé les transactions en mon esprit d'experte pour tenter de reconstituer le puzzle. La maison que j'avais maintenue à flot pendant des années était devenue un gouffre financier, au bord de la saisie. Justine s'affala sur le canapé, les yeux rougis. « Dorothy, tu dois nous aider, » dit-il d'une voix brisée. « La banque va le découvrir. On est ruiné. » Je le regardais. Le frère qui s'était moqué de moi à ce dîner, qui m'avait traité de jalouse quand je l'avais mis en garde contre Myriam. « Vous aider ?» dis-je froidement. « Tu as dit que je n'étais pas indispensable. Justine, toi et papa m'avez mise à la porte, vous m'avez dit de prendre la chambre d'amis ou de partir. Je suis parti. Maintenant, tu veux mon argent pour réparer ça? I'll trestle it mais continua. On est une famille, dit-il. Tu ne peux pas partir comme ça. Je secouai la tête. Tu as fait ton choix. J'en ai fini de payer ta caution. Papa se tenait près de la fenêtre, les épaules voûtées. J'ai ruiné Dorothy, dit-il à voix basse. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'elle et Justine avaient tout prévu. Je me suis trompé. Son aveu m'a touché, mais ce n'était pas suffisant. Pendant des années, j'avais investi toutes mes économies dans leur maison, fait des heures supplémentaires pour payer leurs factures, pour finalement être mise à l'écart par les promesses vides de Justine et les manigances de Myriam. Tu ne lui as pas seulement fait confiance, papa, ai-je dit. Tu l'as choisie elle plutôt que moi. Tu as choisi les rêves de Justine plutôt que ma réalité. Je ne peux rien y faire.
Il m'a regardé, les yeux suppliants, mais je suis resté ferme. J'avais déjà trop donné. Maman est entrée de la cuisine, le visage baigné de larmes. Dorothy, s'il te plaît, a-t-elle dit d'une voix tremblante. On va tout perdre. La maison, nos économies, tout est parti. Elle a tendu la main vers moi, mais je l'ai retirée. Son silence pendant ce dîner, son refus d'écouter mes avertissements, m'ont autant blessé que le mépris de papa. Tu n'as pas écouté, maman. J'ai dit. J'ai essayé de te parler de Myriam, mais tu m'as dit de laisser tomber. Maintenant, tu me demandes de te sauver. Elle a sangloté et s'est couvert le visage, mais ses larmes ne pouvaient effacer des années d'indifférence. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais ce n'était pas suffisant pour me faire changer d'avis. Je n'étais plus leur filet de sécurité. J'ai parcouru la maison et j'ai vu les traces de mes efforts, les nouvelles fenêtres que j'avais payées, le réfrigérateur que j'avais remplacé, les murs que j'avais repeints. Tout était désormais en péril, lié à la fraude de Myriam. Les relevés bancaires annonçaient une saisie immobilière dans les semaines à venir si le prêt n'était pas régularisé. Justine n'avait ni travail, ni projet, seulement des excuses. La pension de papa ne couvrait pas la dette, et le travail à temps partiel de maman dans un magasin du coin permettait à peine de faire les courses. Ils étaient au bord du gouffre. Et pour la première fois, j'ai compris que je ne pouvais rien faire. Non pas que je n'en ai pas les moyens, mais parce que je ne leur devais pas ce sacrifice. Je suis sorti de la maison, le poids de leur désespoir encore présent. De retour dans mon appartement, j'ai contemplé l'enregistrement des aveux de Myriam, mon seul atout. Je l'avais envoyé aux enquêteurs dans l'espoir qu'ils les aident, mais ils ne me rendraient ni l'argent ni la maison. Ma famille était déchirée, non seulement par la trahison de Myriam, mais aussi par des années à me négliger. Je m'étais construite une nouvelle vie à Omaha, avec mon propre espace, mes propres choix. Je ne voulais plus jamais être celle qui portait tout sur ses épaules. 6 mois plus tard, assise dans mon nouvel appartement avec Gloria, la lumière du soleil inondait la pièce tandis que nous partagions une bouteille de vin. Mon bureau était encombré de dessins d'un nouveau projet au travail, la conception d'un pont qui m'avait valu une promotion au poste d'ingénieur en chef. L'augmentation m'avait permis d'acheter une nouvelle table basse et la bibliothèque dont j'avais toujours rêvé. Gloria, devenue ma plus proche amie, leva son verre. « À toi, Dorothy », dit-elle avec un large sourire. « Tu es géniale. » J'ai ri, ressentant une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Ma vie m'appartenait enfin. Des cours de yoga 2 fois par semaine, des dîners avec Gloria et une carrière que je pouvais enfin façonner. J'étais heureuse, non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais fait un choix. J'avais appris par un ami commun que ma famille avait perdu sa maison. La banque avait saisi le bien après de trop nombreux retards de paiement, et ils avaient dû emménager dans un appartement exigu en banlieue d'Omaha. Justine travaillait à temps partiel dans une quincaillerie et peinait à joindre les deux bouts après la trahison de Myriam. Il avait perdu toute confiance en lui, passant ses nuits à appeler ses amis pour leur demander des prêts. Mes parents enchaînaient les petits boulots. Mon père était livreur. Ma mère faisait le ménage. Les dettes laissées par Myriam s'accumulaient, sans aucune économie pour amortir le choc. Ils ont survécu, mais leurs vies ont été profondément bouleversées par leurs choix. Je ne leur avais pas parlé depuis ma dernière visite. Justine m'a envoyé quelques textos, me demandant de l'argent ou un endroit où dormir, mais je n'ai pas répondu. Papa m'a laissé des messages vocaux, d'une voix plus douce qu'avant, mais je n'ai pas eu le courage de rappeler. Maman m'a envoyé une lettre, une page d'excuses et de regrets, mais elle est restée non ouverte sur le comptoir. J'avais passé des années à porter leur fardeau pour finalement être mise de côté au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Couper les ponts n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'avais appris à privilégier mon amour-propre à leurs attentes et à poser des limites pour préserver ma tranquillité. Avec le recul, la leçon est claire. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang. Ce sont les personnes qui vous voient, qui vous apprécient, qui sont là pour vous. Gloria était devenue cela pour moi, une amie toujours présente, sans rien demander en retour. Ma famille avait préféré croire les mensonges de Myriam plutôt que d'écouter mes avertissements, et j'avais payé le prix de leur aveuglement. Mais en prenant mes distances, j'avais trouvé quelque chose de plus fort, ma propre valeur. Poser des limites, ce n'est pas exclure les autres. Il s'agissait de protéger ce qui comptait le plus pour moi, mon cœur, mon temps, ma vie. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi mon histoire, de m'avoir soutenu dans cette période complexe de trahison et de réconciliation. Il n'est pas facile de poser des limites avec les personnes qu'on aime, mais parfois, c'est le seul moyen de se préserver. Avez-vous déjà dû poser des limites avec votre famille ? Qu'en avez-vous appris ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Parlons de ce que signifie s'affirmer, même quand c'est douloureux.